Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Brackets. Et aujourd'hui, on est avec Adrien. Bonjour Loïc, Ça encore une va? fois, ça va très bien et toi? Bah, ça va très bien. Aujourd'hui, on se rejoint pour le 10e épisode de Beyond the Brackets. Et on a un invité particulier qui est Romaric Philogène. Écoutez, merci à vous. Merci de m'avoir sur ce podcast et je suis ravi d'être le numéro 10. Ça fait plaisir, déjà 10. C'est ça, ça passe vite. Ouais. On a pris l'habitude, donc c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, on va parler un peu de cloud, de l'expérience de Romaric dans le domaine et de sa startup Covery. Je laisse la main, Romaric, tu te présentes un peu jusqu'à temps. Enfin, ne parle pas de Covery tout de suite, on va revenir dessus plus tard. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour en arriver là? Ouais, ok, écoutez, très bien, super top. Effectivement, Romaric Philogène, CEO et cofondateur de Covery, donc j'ai le parcours un peu classique, on va dire, de pas mal de founders tech, c'est-à-dire que je suis un tech, j'ai évolué dans le monde de la tech depuis quasi 15 ans, on va dire, d'un point de vue professionnel, sachant que je suis tombé dans la marmite tech depuis mon plus jeune âge, notamment parce que j'avais un grand-père et un oncle qui passait du temps vraiment à bricoler, on va dire, sur tout ce qui était relativement numérique, on va dire, avec le début de la micro-informatique dans les années 90. Ok. Et de fil en aiguille, je j'ai jamais trop réfléchi réellement à ce que j'allais faire. Donc j'ai fait des études qui allaient dans ce sens-là, comme vous les gars. Sauf que à côté de tout ça, je développais, donc je m'y suis mis vraiment très très tôt et je trouvais ça fascinant en fait tout ce qu'on peut faire avec l'outil informatique au sens large. Donc j'ai fait des études électroniques pour le coup, qui étaient un peu plus, on va dire, très proche, plus proche de la physique qu'autre chose, mais de fil en aiguille, ça m'a permis de bien comprendre comment est-ce que la machine fonctionne de l'intérieur et puis je suis remonté graduellement dans les couches pour en arriver jusqu'à aujourd'hui au cloud où on a une complète abstraction de tout ce qui est en dessous. Notamment, on n'a plus besoin d'aller comprendre comment est-ce que un transistor fonctionne, hein. On a toutes les couches d'abstraction qu'il faut derrière pour pouvoir s'en sortir autrement et se focus sur des problèmes plus métiers. Et aujourd'hui, voilà, j'ai cofondé cette boîte Covery qui est en plein dans l'infrastructure et la développeur expérience. Et entre-temps, je suis passé dans d'autres boîtes, notamment dans la finance de marché, où j'ai bossé en tant que système engineer, DevOps, notamment dans cette boîte-là où j'ai rencontré mon associé CTO, Pierre. Je suis passé dans le monde de la tech aussi, où on vendait des belles pubs en ligne, notamment en analysant les aspects comportementaux des internautes pour pouvoir leur placer toujours la meilleure pub. Ouais, ça. Donc c'est pas très, c'est assez intéressant techniquement, on va dire que d'un point de vue autre, ça l'est peut-être un peu moins, mais en tout cas c'est intéressant. Et aujourd'hui, voilà, j'ai créé cette boîte pour aller à un niveau encore un peu plus élevé, qui est comment est-ce qu'on permet à quiconque, à n'importe quel développeur en fait, de pouvoir être hyper efficace et mettre ses applications en ligne. Bon, on en parlera plus en détail, j'imagine, juste après. Oui, tout à fait. Du coup, t'en parlais un petit peu pendant ta présentation, tu parlais du cloud. Donc une question importante, comment est-ce que toi tu définirais ce qu'est le cloud? Ouais, c'est une super question. Je pense C'est que le compliqué, cloud, il y a C'est large. non, ouais, non, non, c'est une très bonne question en vrai, parce que le cloud n'est rien d'autre que de «l'infrastructure» entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin en fait de mettre à disposition, ces applications qu'on développe localement. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour les mettre en ligne? Traditionnellement, il faut voir qu'avant, on avait besoin déjà d'acheter des machines. Donc vous savez, dans les data centers en fait, d'aller raquer des machines, louer des machines, de les acheter, de faire ce qu'on appelle du capacity planning, de les mettre à disposition, de les câbler, que ça soit de manière électrique, de manière ventilée, de internet, etc. Donc il y avait toute cette partie-là entre autres à faire. Aujourd'hui, ce que le cloud a apporté, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller dans les salles serveurs. C'est qu'aujourd'hui, on est chez soi, on a besoin de mettre en ligne des services, on veut s'abstraire complètement de toute la partie réellement infrastructure physique.
le cloud a apporté cette capacité en fait à créer des services, notamment sous forme de produits qui sont mis à disposition pour pouvoir très facilement, tout simplement déployer et créer tout type de une sorte de nouveau type d'application. Entre autres, je ne sais pas si j'ai été super clair, mais entre autres, ce que le cloud a apporté, c'est vraiment cette couche servicielle au-dessus de l'infrastructure qui permet, entre autres, de pouvoir concevoir de nouveaux types d'applications, ce qui n'était pas le cas avant, où il fallait penser très bas niveau pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, créer, je sais pas, une application qui est disponible à la fois aux US, en Europe et en Chine, Mm. c'est le coût de quelques calls API sur le cloud provider de votre choix, ce qui n'était pas du tout possible sans le cloud avant, où il fallait déjà trouver des hébergeurs locaux dans chacun des trucs, il fallait s'engager sur des années notamment pour pouvoir proposer le service. Il fallait faire des estimations de bande passante, tout plein de choses en fait qu'on appelle capacity planning pour pouvoir juste héberger un service. Donc, le cloud a vraiment démocratisé et a rendu accessible finalement l'infrastructure à quiconque aujourd'hui avec un ordinateur et 5 dollars sur sa carte de crédit, on peut commencer à déployer des applications partout dans le monde. Donc ça c'est top. C'est excellent parce que nous, on n'a pas du tout connu ce monde où il fallait aller négocier son serveur vraiment en termes de hardware. On est arrivé dans le cloud, on a vu que ça dans les études en plus, Ouais. et même sur toutes les applications clients qu'on fait, c'est que du cloud. Et du coup, je dis, je suis un peu DevOps parce que c'est moi qui les déploie, mais il y a les vrais DevOps qui allaient, genre à l'époque, à mon avis, négocier le serveur, voir à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'il fallait et tout. C'est un autre monde. Déjà que ça nous paraît compliqué avec le cloud, donc c'est vrai que on n'imagine pas ce que ça devait être avant. Mais en tout cas, c'est intéressant ta définition du cloud parce que tu la donnes vraiment avec le prisme de l'infrastructure. Bah, c'est normal, hein, vu que tu as fondé Covery, on va en parler après. Mais c'est vrai qu'on pourrait voir le cloud dans plein de domaines, dans le gaming, Mm. dans le stockage, mais là, de l'avoir dans le côté infrastructure, c'est intéressant. On l'a pas toujours sous ce prisme, donc c'est top. Ouais, ouais, c'est intéressant et c'est marrant ce que vous dites, c'est que vous, effectivement, vous faites partie d'une génération vous n'avez pas connu, en tout cas, et vous serez peut-être amené à connaître ou pas, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens tout de même qui rackent toujours des serveurs et qui gèrent toute la partie réellement infrastructure, matériel, pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, c'est déléguer ça notamment aux cloud providers, GCP, AWS. Azure, Scaleway, OVH, en gros, ce sont eux. Sachant que je mets vraiment une frontière entre le cloud et les services de hosting. Traditionnellement, il y a des acteurs qui se définissent comme des acteurs cloud qui ne le sont pas, honnêtement, qui sont juste des acteurs de hosting. Je ne vais pas donner de nom parce que ça risquerait de les fâcher, mais honnêtement, il y a un vrai shift, il y a un mindset shift entre vraiment le monde du hosting et le cloud, hein, vraiment. Et vous n'êtes pas amené à aller dans des salles serveurs. Et c'est très bien, c'est que ça vous permet de passer du temps finalement sur des choses qui ont de la valeur ajoutée, de pouvoir créer de nouveaux types d'applications, ce qui n'était pas le cas moi quand j'ai commencé à mon époque où il fallait qu'on pense à chaque aspect et qu'on savait qu'il y avait des choses qui étaient techniquement possibles mais qui étaient trop coûteux en fait à mettre en place pour pouvoir le faire en fait. Et aujourd'hui, c'est tellement une commodité. Et finalement, là, besoin de faire un cluster, je sais pas, multi-région sur un cloud provider, on se pose même pas la question est-ce que le network, est-ce qu'on va pouvoir faire de l'inter-VPC, en fait, de pouvoir configurer son réseau interne, est-ce que ça marche bien, est-ce que la bande passante, elle est suffisante, est-ce qu'on a besoin de sizer ce qu'on appelle la qualité de service, etc. Non, on n'a plus besoin en fait de se poser ce genre de questions, on sait juste que ça fonctionne. Si on nous dit que le cloud provider nous dit que c'est une feature qui est accessible, il suffit juste de passer les bons paramètres, en gros, dans l'API ou dans la console. Et en fait, derrière, boum, ça se fait automatiquement. Ça, c'est grandiose, c'est magique. Oui. Mais comme moi, c'est assez drôle parce que je pense que c'est par génération et c'est par palier de 10 ans, parce que ça va assez vite dans l'informatique. Mais moi, je disais la même chose, pareil, des gens qui étaient là avant. C'est-à-dire que pour moi, eux, c'était les vrais. C'était les vrais parce que nous, moi, par exemple, je ne sais pas, je programme dans des langages un peu plus haut niveau, on va dire, que ce qui était fait à l'époque. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, mais j'avais des collègues qui bossaient, qui travaillaient en C++, qui commençaient à faire du C#, par exemple. Et moi, j'ai tout de suite commencé sur des langages forcément managés.
avec la mémoire managée où tu n'as pas besoin de te faire chier à gérer tes allocs. Et bah là, genre, ah ouais, c'est des vrais, quoi. Et c'est marrant Ouais. parce qu'on a tous ce. Et aujourd'hui, bah, les développeurs, bah, ils commencent par faire du JavaScript, du TypeScript, et ils regardent ceux qui font même du Java comme des dinosaures. Ouais, c'est clair. Alors, nous, on a quand même commencé à l'école avec du C Sharp, du C++, et on nous a dit allez-y, commencez là-dessus, et puis après, vous pourrez faire n'importe quoi. Oui. Donc, c'est un peu ce qu'on nous disait, mais on n'en a pas fait très longtemps, quoi, juste dans les premières années de nos études. Ouais, on a quand même fait des gros projets avec le même en C. Ouais, Et on a vu tous les problèmes, hein, les segmentation faults, les leaks Ouais, mémoire. Ça nous ouais. a donné des sueurs froides sur pas mal de projets. Et c'est vrai que maintenant, quand on prend des langages comme le JavaScript ou les frameworks qui en découlent, c'est d'une simplicité. j'ai même pas envie de me souvenir de ce que c'était quand on avait un CP qui apparaît et qu'il n'y a aucune trace. Qu'il y a C'est une là. heure de maths. Ouais, c'est ça. Ah Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant. Disons que c'est d'autres problématiques et c'est ça qui apporte les abstractions. Et aujourd'hui, le cloud, pour revenir sur le sujet du cloud, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de configurer la MTU. Oh mince, putain, on comprend pas pourquoi est-ce on a des pertes de paquets sur notre réseau. Ah ouais, mais attends, c'est une particularité de ces routeurs-là. La MTU, elle est à 1460. Au lieu d'être là, tu es sur une MTU à 1500. Il faut que tu reconfigures du coup là ou que tu passes par tel type de gateway. Enfin, c'est des sujets que genre j'ai plus jamais entendu parler. Moi, enfin, à part des gens qui sont dans les telcos, effectivement, qui continuent à avoir ces problèmes-là, parce qu'il y a toujours des gens qui gèrent réellement ce genre de sujet. Mais en vrai, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus besoin, en tant que gars qui vont travailler sur l'infrastructure, même les DevOps aujourd'hui, enfin, en tout cas, les gens de l'IT, on va dire, d'aujourd'hui, n'ont plus besoin de se soucier de certains aspects, ce qui est pas plus mal. Mais il y a d'autres challenges aussi. oui, Il c'est y a sûr. d'autres challenges. Voilà. Du coup, tu as fait une bonne transition avec Covery. Enfin, présente-nous un peu la boîte maintenant, c'est le moment. Qu'est-ce que vous faites? Combien vous êtes? Votre parcours? Enfin, Ouais. voilà. Ouais, non, mais en fait, c'est une bonne transition parce que nous aussi, on vient réellement, en fait, moi, je définis ce qu'on fait comme étant réellement le cloud troisième génération, c'est-à-dire, on va dire cloud parce que les gens mettent l'infrastructure, donc on va dire l'infrastructure troisième génération, cloud troisième génération. La première génération, c'était les data centers, le fait qu'on puisse en fait louer même, que c'était accessible, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter, louer des racks, des serveurs, et du coup, bon, il y avait moins de contraintes, on va dire, financières et techniques pour pouvoir s'approprier ça. Ça, c'est la première génération. Le cloud a permis notamment de démocratiser, de rendre ça encore plus accessible, c'est-à-dire on est passé du mode où on a besoin tout de même de payer au mois, voire à l'année, où là, on paye à l'usage, hein. Le cloud, c'est avec des services, on peut payer vraiment l'usage, voire partir vraiment de zéro, donc c'est devenu une commodité. Mais maintenant, le sujet, ce qui ça a apporté le cloud, c'est vraiment l'expérience en tant que telle. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se soucier de l'infra, mais on a tout de même besoin d'avoir une certaine notion. Et nous, en gros, bah, ce que je dis souvent, c'est que Covery, réellement, on est sur un niveau encore plus élevé, c'est-à-dire qu'on se focus sur la partie développeur expérience. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est que chaque développeur devient son propre, entre guillemets, DevOps. C'est-à-dire que réellement deviennent 100% autonomes et on va se focus, on va vraiment se focaliser sur le developer journey, le developer experience. Donc, comment est-ce qu'on s'intègre au mieux pour les développeurs pour qu'ils continuent de travailler de la manière dont ils travaillent, mais ce n'est pas à eux de faire l'effort de comprendre comment est-ce que l'infrastructure fonctionne, mais c'est l'infrastructure qui doit réellement fitter la manière dont eux fonctionnent parce que ce sont eux qui apportent énormément de valeur, notamment pour les boîtes. On pense à recruter des développeurs parce qu'on a besoin de créer des applications et répondre à des problématiques métiers. On ne pense pas, la pièce rapportée, ça reste les gens de l'infra, entre guillemets. Mm. C'est-à-dire qu'eux sont nécessaires, mais ils sont nécessaires parce qu'on a besoin de mettre à disposition et de gérer des services en ligne, entre guillemets, voilà, ou des services tout court. Et ben, l'idée, c'est que vraiment, on réussisse à faire converger notamment ces deux professions-là et n'en faire qu'une seule, ce qui fait que les développeurs vont avoir en fait des super pouvoirs. C'est ce qui s'est fait dans l'industrie sur d'autres sujets comme l'observabilité et le monitoring. Datadog, aujourd'hui, est un des leaders marché sur la partie monitoring. Typiquement, bah, ils ont permis à n'importe qui, donc aux développeurs, donc ce qu'on appelle le shift lifter, la partie monitoring, observabilité, en fait, des gens de l'IT vers eux qui créent des applications. Donc, s'ils sont plus proches finalement de comment est-ce que se comportent leurs applications, ça va permettre de réagir toujours plus vite. Donc, Mm. ils ont réussi à faire. Snyk l'a fait sur la sécurité, même Datadog aussi sur la sécurité.
c'est-à-dire comment est-ce que du coup ils peuvent monitorer d'un point de vue sécuritaire leurs applications, être au courant des failles techniques et de sécurité de leurs applicatifs, parce que ce sont eux qui conçoivent les applications, donc créent forcément potentiellement les failles, c'est à eux de corriger les failles, donc le fait de raccourcir le chemin parcouru fait que on va toujours plus vite. Et l'infrastructure, c'est pareil, nous on fait du Shift Left Infrastructure Management, c'est-à-dire qu'on permet aux développeurs d'être au plus proche de l'infra sans faire de l'infra, tout simplement. Voilà. Donc nous on est dans cette mouvance-là. Et pour parler de manière un peu plus concrète, en gros, nous, on est une boîte, on existe depuis 3 ans et demi, on a levé 7 millions au total et on a plus de 50 000 devs sur notre plateforme. On bosse beaucoup, donc partout dans le monde, mais beaucoup avec les US. Voilà, on bosse avec des boîtes qui sont petites, des mid-size, c'est notre target, enterprise. Et en gros, on bosse beaucoup avec des équipes, ce qu'on appelle plateforme. Des équipes plateforme dans les boîtes, ce sont des équipes qui sont très focus sur, justement, focalisées sur l'expérience des développeurs. Donc, comment ils peuvent fournir une expérience, une plateforme à leurs développeurs qui leur permet, en fait, de pouvoir être toujours plus rapide, véloce, déployer leurs applications, les gérer en autonomie sans avoir à demander au département, entre autres, IT. Mon application, elle fonctionne pas, je comprends pas, est-ce que tu peux régler ça? Ou j'ai besoin de provisionner tel type d'application, est-ce que tu peux le faire pour moi? Non. Là, les développeurs ont une plateforme, du coup, avec Covery, ce qu'on appelle une Internal Developer Platform. Ils ont une plateforme qui leur permet de pouvoir provisionner en autonomie, débugger et d'être complètement autonome dans leur developer journey. Voilà. Ouais, ça, c'est trop cool parce que je le vois quand moi je mets les infras pour nos clients. C'est toujours une complexité hein, de comprendre qu'est-ce qui va pas, pourquoi le serveur est down à un certain moment, tout ça. Et de simplifier ce côté où tout le monde peut le faire, c'est vrai que c'est un avantage assez conséquent. Après, évidemment, je doute pas de l'importance du besoin que vous répondez sur Covery, mais dans la vie de tous les jours pour être développeur, c'est vrai que c'est top. Et, Mm. et tu disais, ouais, tu travaillais beaucoup avec les États-Unis. Aujourd'hui, comment tu t'en rends compte de ça, de ne pas avoir des clients autant développés en France, mais plus aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une bonne question. En gros, il y a quand même un retard en fait assez, on va dire, les technos souvent elles émergent beaucoup aux États-Unis. Il y a aussi une histoire de culture. C'est-à-dire que souvent, effectivement, le point de départ est beaucoup aux États-Unis. Non pas qu'on n'a pas des cerveaux innovants en France, hein, loin de là. D'ailleurs, la France ou l'Europe, on a vraiment une capacité à être extrêmement créatif avec peu de moyens et faire pas mal de choses, mais l'essentiel des capitaux, en fait, et le berceau même technologique de tout ce qu'on fait, en fait, et initialement a été aux États-Unis. Donc, les capitaux sont là-bas, donc forcément, l'innovation va se faire beaucoup plus rapidement, en fait, et part de là-bas. De là, en gros, il y a un autre aspect, il y a le côté culturel, c'est-à-dire que les Américains sont très risk-free, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils regardent beaucoup le bénéfice potentiel et sont pas averses en fait au risque. C'est-à-dire que dès qu'il y a des nouvelles technologies, ils vont regarder, ils vont voir les points positifs, peu les points négatifs, et en fait n'ont aucun problème à se planter, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ont fait un pari sur une techno qui pouvait potentiellement apporter tel bénéfice, se rendre compte que ça ne va pas, qu'en fait il y a plus de points négatifs que de points positifs, mais qu'au final ça ne va pas les freiner finalement dans leur capacité à pouvoir tester de nouveaux produits et à les propulser si du coup ça répond bien à ce qu'ils souhaitent. Et ça, mine de rien, c'est un élément qui est extrêmement important et différenciant par rapport à l'Europe où on est très, aujourd'hui, on est très risque averse. C'est-à-dire que dans la culture, en fait, quand on fait un choix, quand on prend quelque chose, on a la culture de l'échec qui est dès qu'on se trompe, on nous fait bien comprendre qu'on s'est trompé et que c'est presque inacceptable. Ce qui fait que ça n'a pas que des mauvaises en fait, choses, hein, notamment dans l'ingénierie où la France, l'Europe et la France est une culture très, on va dire, tournée vers l'ingénieur, ce fait qu'on a des gens et des profils très carrés, c'est-à-dire dans ce qu'ils font, et quand on fait des choses, on les fait extrêmement bien. Mais ça prend plus de temps. On est beaucoup plus vigilant face en fait aux risques qu'on prend. Et du coup,
Ça a aussi de bonnes vertus, mais par contre, d'un point de vue business, ça fait que, c'est extrêmement lent. Nous, on estime à 4 ans, 4-5 ans, en fait, le temps, qu'une techno, en fait, parte des US et arrive, en gros, en Europe. C'est le temps qu'il faut. Donc, pourquoi est-ce qu'on commence beaucoup là-bas? Nous, notre techno, en gros, on travaille avec des plateformes engineers, des product engineers, des profils qui n'existent même pas encore en France, techniquement, et qui commencent à peine à émerger, alors que là-bas, ça fait déjà des années, qu'ils émergent, que ces profils émergent. Voilà. Et c'est tout ça, c'est cette dynamique qu'on ne voit pas en fait de fond qui fait que naturellement un produit comme le nôtre va émerger beaucoup plus rapidement aux US et va venir dans un second temps alors qu'en fait on est des fondateurs français. Mm. Techniquement la boîte est incorporée, elle est française. Et pourtant en fait on fait plus de 70% de notre chiffre d'affaires aux US. C'est drôle. Ouais, Euh, c'est intéressant parce que moi j'ai souvent eu l'impression que c'était une sorte de cliché, que voilà, partir aux États-Unis c'était plus simple, ils étaient beaucoup plus ouverts à de nouveaux projets. Et au fur et à mesure des retours d'expérience qu'on a à la fois dans le podcast et à la fois dans la vie de tous les jours, on a souvent ce retour sur le côté, on peut vraiment tenter beaucoup plus facilement et on est beaucoup plus ouvert aux nouvelles propositions sur le marché américain. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est aussi intéressant que tu donnes aussi le côté français ou enfin européen, on va dire, où c'est vrai qu'on fait les choses bien. C'est un peu deux pôles qui s'opposent, mais je pense qu'il peut y avoir un côté complémentaire dans une entreprise à développer sur les deux continents, sur ces deux continents en tout cas. ah ouais, ouais, Donc ouais. ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est pour ça que beaucoup de boîtes font le choix. On a une qualité de la formation qui est malgré le fait et le French bashing et le European bashing qu'on entend. Oui, les Européens sont pas compétitifs, blablabla. Bon, bref, c'est de la politique. En fait, on a quand même, il y a une, ouais, il y a une chance quand on est founder français, c'est que déjà d'une, on a effectivement maintenant de plus en plus conscience que le marché français n'en est pas un en tant que tel, surtout sur le logiciel, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'exporter le plus rapidement possible. Les Israéliens, par exemple, c'est une culture où ils savent que leur pays est tout petit, qu'il n'y a pas en fait de marché intérieur. Ils sont tournés vers les US très rapidement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes techno qui émergent en fait d'Israël, c'est parce que en fait ils ont vraiment cette notion-là et ils se tournent vers l'international très rapidement, ce qui fait que ça décolle très très rapidement et puis ils ont un contexte aussi éducationnel et puis culturel qui fait que ils créent des super boîtes techno. Nous en France en fait c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a vraiment une culture de l'ingénierie, des sciences en fait qui est la bonne pour pouvoir créer des super boîtes tech avec des founders qui sont de plus en plus ambitieux. Et en fait, garder souvent ce qui se passe, c'est qu'on garde la R&D en France parce que déjà d'une, elle coûte 2 à 3 fois moins cher qu'aux US. Aujourd'hui, on ne le dit pas, mais en vrai, il y a toutes les mécaniques en fait d'incentive, JEI, CIR, en fait, pour garder la R&D en France quand on est une Mm. startup, c'est-à-dire qu'on peut en fait avoir des réductions d'un point de vue taxe qui sont assez colossales. Et ça, on n'en parle pas, mais c'est vraiment une niche fiscale qui est incroyable parce que du coup, ça permet juste de garder encore plus la R&D en France et de développer des super équipes techniques en fait avec des super produits et de garder cet aspect-là très français. Et, euh, et derrière, en fait, le marché, quand il est aux US, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre les équipes marketing et sales en fait sur le marché américain parce que du coup, le but c'est de communiquer et de vendre le produit en fait là-bas et tout en gardant la R&D en fait souvent en Europe, en France, et il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui le font. Euh, Même si après au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que les boîtes en fait par rapport aux capitaux deviennent en fait américaines, même si les fondateurs sont français. Je pense à pas mal de boîtes et typiquement, pour donner des exemples, on a Docker, c'est des Français qui ont créé, voilà, hein, souvent les gens ne le savent pas, mais Docker, c'est une boîte, vous le savez, qui est français, des cofondateurs français qui ont développé la boîte aux US et qui est un succès international. On a Datadog, qui est une boîte avec des cofondateurs français. Les deux cofondateurs CTO et CEO sont français. Et c'est une réussite qui est internationale, c'est le leader incontesté sur le truc. Snowflake, ce sont des cofondateurs français aussi. Grosse réussite mondiale, qui est un des leaders en fait dans la data, etc., etc. Il y a énormément, Ouais. énormément en fait de boîtes avec des cofondateurs français, culture ingénierie, ingénieurs qui gardent à la fois la R&D en France, qui se développent en fait aux US, et c'est une super belle complémentarité, justement pour revenir au premier point, quoi. Voilà. C'est
C'est super intéressant. Je réfléchissais en ce moment justement à ce marché américain pour nous et ça fait objet de débat dans la société Ouais. de voir comment on fait ça, comment on prévoit ça. Super intéressant. Je pensais aussi à Aircall. De mémoire, Ouais, les investisseurs sont la plupart américains, mais c'est des cofondateurs français. Mm. On a eu l'occasion de les rencontrer en plus. Donc plutôt cool. ouais. Euh, et revenons du coup sur le sujet, revenons là-dessus. On va parler un peu plus du coup dev sur Covery. Comment vous, sur les premières versions, comment vous vous débrouillez pour faire ce qu'on va appeler les MVP ou les premières versions que vous allez emmener en clientèle qu'est-ce qu'a été la genèse à ce niveau-là? Bah écoute, c'est une bonne question. C'est toujours comment est-ce que tu commences Ouais. et ça, déjà d'une, ça prend du temps de faire un produit qui, on peut avoir une vision, mais ça prend du temps de faire un produit dont on est fier entre guillemets, puis on n'est jamais assez fier parce qu'on voit toujours tout le travail qui reste à accomplir. Nous, de la manière dont on a commencé, c'est qu'on avait conscience qu'on n'avait pas de ressources, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, quoi, walou, quoi. À part le fait qu'on était expérimenté, et ça, c'est un paramètre en fait qui ne change pas finalement. Tu peux lever des millions, mais en vrai, à la fin, tu es toujours contraint par tes ressources. Tu n'as jamais suffisamment de temps, suffisamment de personnes pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire. Donc c'est toujours en fait de bien comprendre finalement quelle est la priorité et quelles sont les choses les plus évidentes en fait. C'est quoi réellement la valeur en fait même de ton produit pour pouvoir qu'est-ce que tu souhaites en fait régler comme problème et justement pas partir d'une techno que tu as envie de faire pour après essayer de la faire fitter notamment un espèce de problème artificiel, complètement artificiel et monté parce que du coup tu pars du problème, tu pars de la solution pour aller vers le problème et pas du problème pour aller vers une solution. Ce qui est un problème d'ailleurs, ce qui est souvent une erreur faite par les ingénieurs parce qu'on est des très très bons problem solvers. Souvent en fait ce qui se passe c'est que on a des gens qui viennent avec un problème donné, un énoncé de problème, et on est très bon pour pouvoir trouver les meilleures solutions techniques pour pouvoir régler ce problème-là. Et ben, le problème, c'est que en tant que justement entrepreneur, c'est le step dessus, c'est le step au-dessus, c'est qu'il faut déjà définir le problème. Ça, on Et nous l'a définir. répété Ouais. assez de fois pendant notre formation qui était basée sur l'entrepreneuriat, justement, de penser au problème avant tout. Donc, on se reconnaît là-dedans, ouais, c'est sûr. Ouais. Et des fois, en fait, tu penses trouver le problème, il est là. En fait, les gens, déjà d'une, si tu leur demandes quel est le problème, bah, eux-mêmes ne savent pas en fait s'il y a un problème. En fait, ne savent pas, ne peuvent pas l'articuler ou l'exprimer, hein. Donc, c'est hyper compliqué. C'est là où c'est un travail qui est extrêmement long et compliqué. On a une vision, on a un problème, une première hypothèse de départ, on la pose sur la table, on la confronte, et le but, c'est justement de confronter le plus possible en fait la vision, le problème, en fait, de pouvoir bien l'articuler et potentiellement les solutions que tu pourrais apporter, en fait. Et nous, c'est ce qu'on a fait dès le départ, en fait, de Cover. On n'avait pas de produit, on n'avait rien du tout. On avait une expérience, on avait des assumptions, mais on avait notre propre expérience avec nos propres biais. Et il fallait qu'en fait, tout simplement, on confronte finalement la vision et ce qu'on voyait du marché, la manière dont il bougeait auprès de personnes. Ce qu'on a fait avec plus de 300, entre autres ingé, lead, développeurs, CTO, etc. Et à partir de ça, en fait, ça nous a permis réellement d'avoir une meilleure visibilité en fait de ce que les gens attendaient, comment est-ce qu'ils travaillaient, les problèmes qu'on voyait, parce que en fait, en, en rentrant en contact avec un maximum de personnes, on commence à voir certaines choses, certains patterns, certains trucs qui sont très très intéressants. Et à partir de ça, on se forge réellement une vision toujours plus claire. Et on se dit, OK, c'est comme ça qu'on doit rentrer sur le truc. On va mieux articuler les choses. Et là, on est dans la capacité réellement de pouvoir créer une première version d'un pseudo-produit pour pouvoir le mettre à disposition le plus rapidement et avoir du feedback aussi très rapidement. Donc, c'est un truc qui est assez contre-intuitif, mais en vrai, souvent, quand on est des techs, on se dit, bon, on va monter une boîte, allez, on va commencer, on va monter un produit, on va se mettre à travailler sur un produit qui, en fait, n'est rien d'autre qu'un terrain de jeu pour soi en tant que tech, parce que c'est Mm. peut-être un truc sur lequel on a toujours voulu bosser, alors qu'en fait, fondamentalement, ce truc-là ne règle, règle au mieux son problème à soi, un problème qu'on a expérimenté, mais ne règle pas un problème, en fait, commun, et on ne peut pas en faire réellement un business, hein. Voilà. Moi, j'ai fait ces erreurs-là, en fait, dans le passé, donc c'est facile de pouvoir le dire et l'exprimer aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas si évident. Et le meilleur moyen, finalement, de pouvoir savoir quel est l'élément, en fait, sur lequel il faut travailler
le plus rapidement possible, sachant qu'on a toutes les contraintes possibles, temps, argent, ressources, c'est-à-dire humaines, c'est-à-dire personnes avec lesquelles on bosse, et ben c'est vraiment de passer du temps à comprendre le problème. Vraiment, en fait, je pense honnêtement que c'est au moins 60 à 70% de la réussite il y a la chance et tout ça, mais la réussite d'un projet, c'est de bien identifier, de comprendre le problème, parce que le problème, une fois identifié, ça nous permet de faire ce qu'on appelle le positionnement marché, c'est-à-dire de pouvoir mieux comprendre déjà le marché, de la manière dont il bouge, et de se positionner sur ce marché, market positioning, qui est extrêmement important, parce que ça conditionne tout le reste de la boîte, tout le succès en fait, ou non, le non-succès d'une boîte. Voilà. Ok, ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un peu ce qu'on nous a dit aussi, mais du coup, c'est important que tu le rappelles parce que c'est des conseils. C'est vrai que nous, comme tu disais, en tant qu'ingénieur, on n'a pas souvent cette vision d'aller chercher le problème, donc c'est assez intéressant. Et bon, sinon, je vais te poser la question d'après. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans le développement de la solution Covery? Je parle que ce soit au début du projet ou même maintenant que Covery est plus développé et plus implanté. Voilà. Mais des problèmes, c'est que ça, c'est le boulot de... Il n'y a que ça. Il n'y a que ça à régler. S'il n'y avait pas de problème à régler, je ne serais même pas là. Parce qu'en vrai, ceux qui bossent vraiment, ça reste les gens... moi, mon taf, c'est de faire en sorte que mes employés puissent passer du temps sur des choses qui ont de l'importance et qui font avancer la boîte. Mais mon boulot à moi, c'est de régler que des problèmes. Mon seul Ok. taf, c'est de régler des problèmes. Et des problèmes, on a que ça. On a que ça. Des problèmes. Et à chaque étape, en fait, plus tu avances, aujourd'hui, on a ce qu'on pourrait dire pour une early stage, par rapport à d'autres boîtes, on a des bons problèmes parce qu'on a du revenu, on a de la croissance, on a des clients, des très beaux comptes. Mais moi, mon challenge aujourd'hui, c'est de closer toujours plus rapidement des entreprises, des deals qui sont hyper intéressants, hyper importants, et de le faire en fait dans les meilleures conditions possibles. C'est un autre challenge, voilà. On avance étape par étape. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, honnêtement. Je pense que même je suis relativement bête. Et justement, c'est ce qui fait que je peux faire ce taf parce qu'en fait, il faut pas être intelligent parce que quand on est trop intelligent, on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire et on se dit, mais non, mais c'est impossible. Il y a une chance sur 1 milliard en fait de réussir dans ce bordel. Du coup, même quand on a levé 7 millions et qu'on est une entreprise qui a réussi comme Covéry, on a quand même des problèmes. C'est ce qu'on retiendra. Ça C'est... rassure un peu tout le monde, je pense. Oui, voilà. On sera Oh, jamais tranquille, de toute façon, dans une vie de start-up. C'est Jamais sûr. tu croises jamais. ouais. Il y a un truc, je pense qu'en plus même, on se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru. Après, moi, je le vois par rapport, là, vous avez dit un truc d'une entreprise qui a réussi comme Covery. En fait, moi, je considère pas qu'on ait réussi du tout. On a encore beaucoup de choses à faire et à prouver. Et honnêtement, on en a énormément. Et en fait, je pense qu'il faut rester juste les pieds sur terre. C'est un travail qui est sans fin et il faut être OK avec ça. Par contre, c'est hyper stimulant et challengeant. Et à chaque étape, il y a de nouveaux challenges, de nouveaux enjeux. Et c'est vraiment top. Et à la fin, honnêtement, moi, ce qui est extrêmement important, c'est que je suis super content de l'équipe qu'on a construite. Les gens avec lesquels on bosse sont vraiment talentueux. Et le succès de la boîte ne peut progresser que parce qu'on a réussi à bien s'entourer des bonnes personnes, que ce soit les salariés. C'est vraiment des gens qui sont exceptionnels qu'on a dans l'équipe. On a des super investisseurs qui sont vraiment topissimes, ils nous allouent du temps, ils nous aident, ils sont vraiment portés par ce qu'on fait, par la vision, et ça, c'est exceptionnel. Et en fait, c'est ça, à la fin, je pense que l'aventure entrepreneuriale, ce qui est assez cool, c'est vraiment en fait cette capacité à pouvoir réunir des gens hyper talentueux sur des domaines complètement différents pour pouvoir les faire avancer dans la vision que toi tu as définie en tant que cofondateur. Et c'est ça qui fait que une boîte cartonne ou ne cartonne pas. C'est pas tant moi je ne suis rien d'autre que celui qui essaie de trouver les bonnes personnes pour aller dans cette direction-là, et celui qui vient avec tous les problèmes qu'il faut régler et essaye de régler ces problèmes, quoi. Ouais, Voilà. je suis plutôt d'accord sur la vision de l'entrepreneuriat. Enfin, quand on est tout en haut, on va dire, de créer l'équipe qui va créer le produit. C'est aussi un plaisir de devoir choisir les bonnes personnes, voir est-ce qu'elles vont bien s'entendre. Enfin, il y a plein de challenges sur l'humain qui est super intéressant pour le Mm. coup. Et Ouais. vas-y.
Mais c'est marrant aussi, pareil, je pense qu'on choisit pas tant les personnes que ça. C'est comme la culture d'une entreprise, on la définit pas tant que ça. En fait, on l'a subi comme ce que je fais, je ne l'ai pas choisi. En fait, c'est que la résultante de ce qu'on est à la fin, et c'est d'être le plus authentique possible. Et les gens, je pense, ont, d'une certaine mesure, oui, on les choisit, mais sans les choisir, eux-mêmes nous choisissent aussi. Et c'est en fait, en gros, est-ce qu'on va avancer ensemble? Est-ce que c'est comme trouver son compagnon, sa femme? Voilà, c'est des choses qui se font un peu naturellement. Et en fait, soit on avance ensemble, soit on n'avance pas. Et puis, on peut avancer ensemble à un certain moment. Puis après, se rendre compte que voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, que c'était cool et que maintenant, chacun a sa direction. Voilà. Et en gros, ça se fait assez naturellement, donc c'est vraiment une expérience humaine là-dedans. Et, euh, et tout ça, je dirais, je sais pas s'il y a vraiment un maximum de contrôle, parce qu'il y a plein de choses qu'on contrôle pas, et je pense qu'il faut être OK sur le fait qu'on contrôle pas grand-chose en vrai. Par Mm. exemple, le marché, on peut l'influencer, le marché dans lequel on est, on en a pas parlé, mais vraiment le marché, le positionnement marché, le marché sur lequel on est, c'est extrêmement important parce que ça va vraiment, finalement articuler toute la dynamique, en gros, du développement de la boîte. Et le marché, c'est un truc dont on parle pas. On a l'impression de dire, ouais, la boîte, elle a cartonné et tout. C'est un truc de fou. Mm. En fait, ce que tu comprends et ce que tu apprends, c'est que ce qui va conditionner vraiment le succès aussi d'une boîte, c'est évidemment l'exécution de l'équipe, la constitution de l'équipe, les gens qui sont dedans, mais tu as le marché qui est l'élément le plus important. Je prends toujours cette analogie du bateau ou de l'avion. En fait, dans un avion qui fait Paris-Los Angeles, que tu sois en première classe ou que tu sois en soute, si l'avion il arrive en fait à destination, tu seras quand même arrivé à destination. L'avion représente le marché, ta boîte, ça représente l'individu. Si tu es dans le bon avion, t'inquiète pas, même si tu es en soute et que tu as mangé de la poussière pendant tout le vol, si tu as réussi à survivre avec ta couverture de survie et que t'es pas congelé, tu seras arrivé à destination et ça sera une bonne destination. Ce sera pas forcément le plus confortable, mais ça va. Par contre, tu peux avoir la meilleure équipe de la Terre. Tu es dans ton avion et l'avion se crache au milieu. Le marché, c'est le marché. Le marché, en fait, se crache et tu es au milieu de l'Atlantique et tant de trucs. Tu as beau avoir la meilleure équipe de la Terre et d'être le plus financé possible. Tu finiras au même endroit, quoi, avec les poissons, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est un truc auquel on prête pas suffisamment d'importance et au final qui est énormément, en fait, qui conditionne tout le succès même d'une boîte. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le positionnement marché, le go-to-market, ces choses-là sont extrêmement importants parce qu'en fait, ça conditionne tout le reste. Et les investisseurs l'ont bien compris parce qu'ils investissent évidemment sur une équipe, mais ils investissent quand même un peu plus sur le marché, quand Non, même. c'est sûr. Puis, il doit y avoir aussi une histoire de timing. Enfin, c'est un peu le go-to-market. Enfin, c'est le time to market même. C'est une histoire de Ouais. timing. Il faut arriver au bon moment, au bon endroit Ah aussi. bah, le Pour le plus bon précis avion. tu es, ah ouais, 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 bah oui, c'est la vague, hein, la fameuse vague, voilà, hein, si tu arrives 10 ans avant le marché, il faut que, putain, alors, faut que tu aies les reins bien solides, hein, d'un point de vue financier pour pouvoir tenir 10 ans avant, et si tu étais un visionnaire, tu as vu des Mm. choses que les gens, et parfois être trop visionnaire, c'est pas bon, hein. Parce que ça te fait venir avant tout le monde, t'as pas de Ouais. clients, il n'y a pas de marché, tu es obligé de convaincre des gens, du coup, là, c'est ta capacité à pouvoir convaincre, mais c'est très dur en fait de prouver certaines choses parce que du coup, il n'y a pas encore forcément les applications marché. Alors que bon, quand tu es spot on au bon moment sur le bon marché, putain, là, par contre, c'est, c'est explosif, quoi. Ça décolle. Ouais. C'est sûr. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'analogie avec l'avion. Je trouve que c'est très parlant. On l'a dans la Ouais, tête. donc choisissez le bon avion, les gars, hein. Faites Ouais, Ah c'est ouais, attention. ça. faut me le réserver. On réfléchit au bon. Que vous. Ouais, c'est C'est sûr. ça. Bon, bon, Voilà. on arrive à peu près à la fin des questions. On a encore deux, trois questions à te poser. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter personnellement pour la suite? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Covery, je sais pas, dans les mois à venir ou dans les années à venir? À toi de nous dire un peu la vision pour la suite. Ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Oh, c'est une bonne question, ça, hein. Je sais pas, un joyeux Noël, par exemple. Pas mal. Il faut que j'achète les cadeaux pour ma fille, c'est surtout ça. Il faut que j'achète des cadeaux, il faut que je réfléchisse pour ma... Souhaitez-moi, ouais, de trouver les bons cadeaux pour ma fille. Tiens, Ouais, on a tous le même problème, Oui, je c'est crois, en ce ça. moment. c'est ça. Euh,
Non, mais en gros, nous, on a de la chance, encore une fois, c'est que je pense qu'on fait un bon travail aussi de positionnement. C'est un truc qu'on on ressasse, c'est vraiment le marché évolue, hein, donc c'est des choses différentes. C'est pas genre on définit son marché et hop, ça y est, c'est parti. Évidemment, hein, le marché bouge toujours, évolue, et ça, c'est quelque chose pour être plus au fait, il faut parler avec beaucoup de gens. Donc ça, c'est un truc qui fait que plus on parle avec les gens de son écosystème, et plus on sent les choses, et plus on a ce côté vraiment visionnaire, on est capable de voir des choses et de déceler des choses, des mouvements marchés que les gens ne peuvent pas voir. Personne ne peut voir. Et c'est ça qui permet de se forger en fait une vision extrêmement forte et être extrêmement sharp et vu comme un visionnaire entre guillemets sur en fait certaines choses. Les gens, on n'est pas plus Elon Musk n'est pas plus intelligent que quiconque. Il voit des choses parce il s'intéresse aux problèmes, il passe du temps avec les gens, il discute, il essaye de comprendre, il passe énormément de temps. Ce sont des choses qu'on ne fait pas suffisamment quand on est la tête dans le guidon, on veut produire des choses, on veut construire des produits, oui, mais à quoi bon construire quelque chose qui ne répond pas à un problème donné? Pour pouvoir mieux déceler le problème, il faut être au contact réellement en fait de personnes. Donc ça c'est top. Pour juste répondre à la question juste sur quoi me souhaiter, bah toujours plus de leads, toujours plus de contrats, toujours plus des temps de closing toujours plus courts. C'est ça que moi je veux pour 2024. Faut le mettre sur la liste pour Noël. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, hein. Ça franchement, Ouais, bah je pense écoute, que je vais essayer cette année. Je vais essayer de faire ça. On sait jamais. Sur un malentendu, ça passe. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager sur Covery, surtout enfin, sur votre aventure pour le moment, qui peut être fun, un peu drôle? Ouais, j'en ai une là que maintenant j'ai commencé à partager parce que c'était quand même assez drôle et qu'on avait eu cette culture-là, c'est du fake it until you make it. Celle-ci, elle est assez drôle et je pense qu'elle est assez reproductible et ça marche super bien parce que c'est pas une arnaque ou quoi que ce soit, c'est réellement en fait un truc qui peut vraiment bien marcher, surtout sur des produits tech. En fait, nous, quand on a commencé la boîte, je me rappelle encore, voilà, on est passé par Techstar, un accélérateur américain, on a fait 3 mois, mais on n'avait pas de produit en fait. À la fin de ça, on a fait un démo day et en fait, le démo day a cartonné évidemment parce qu'on était très spot on sur le problème qu'on adressait et le positionnement marché. Voilà, donc on a passé du temps à discuter avec des gens et en fait, on s'est dit, ok, bon. Maintenant qu'on a l'intérêt des investisseurs, il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt et qui ont mis le spotlight sur Covery, qui sont super excités, bah, il va falloir peut-être créer un produit, quoi. c'est sûr. et, en fait, et en fait, ce qu'on a fait pour pouvoir créer un produit, on a créé un produit en 1 mois avec mon associé Pierre qui est CTO. En gros, bah, pour pouvoir faire ça, on avait vraiment besoin d'avoir un maximum de feedback le plus rapidement possible. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé pas un produit. En fait, on a développé ce produit après coup, on l'a fait très rapidement, mais avant ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une documentation. En fait, pour pouvoir un maximum de feedback, notamment des gens avec lesquels on était déjà connectés, on a créé une documentation, une page de doc qu'on a distribuée en fait. Notamment, on a fait un site avec une documentation où il y a un bouton en gros register et on a distribué en fait cette documentation comme si le produit en fait final existait avec pourquoi? Parce qu'en fait, ce que ça nous a permis de faire, ça nous a permis en fait d'avoir du feedback réel. Les développeurs, généralement, surtout qu'on s'adresse à une cible très technique, Mmh. bah, pour pouvoir évaluer un produit, ils vont souvent pas. On a joué avec des biais cognitifs, notamment chez les devs. Ils vont pas aller s'inscrire sur le produit, register et commencer à Mmh. tester le produit. C'est pas souvent ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder la documentation technique parce qu'on est habitué à aller regarder une doc et on peut se projeter sur un produit par rapport à la documentation technique. Ce qu'on a fait, bah, c'est qu'on a investi en fait sur la documentation comme si le produit existait. Donc on a fait Mmh. une documentation, voilà, pour installer Covery, faites ceci, faites cela, alors qu'en fait il n'y avait rien du produit. Ce qui nous a permis bah, tout simplement d'avoir du feedback réel. Les gens disaient ah ouais, j'ai regardé la documentation, putain, ça a l'air pas mal et tout. J'avais une question, alors qu'en fait ils n'ont jamais testé le produit. Il n'y avait pas de produit, ils pouvaient pas se connecter ou quoi que ce soit, mais ils se projetaient à partir de la documentation qu'on a créée. Voilà. Et Ouais, ça, ils c'est ont une pensé à super ça à ce technique. moment-là, quoi, de faire juste la doc, c'est fort, quoi. Ouais, ouais, c'est Bah, commencer par la doc, c'est souvent le truc qui vient à la fin d'un Ouais, produit mais quand on est c'est tech. pour ça, ouais. Dis bon bah maintenant on va faire doc. Bah non, en fait c'est même une culture qu'on a gardée, c'est ce qu'on appelle la design documentation. Donc on va faire avant d'implémenter de créer une feature qui va répondre à un problème, etc. On a un problème qui est posé, on va faire ce qu'on appelle une design doc. Donc on va faire toute une documentation donc interne. On peut même faire une documentation publique qui va être exposée et donnée en early access en gros à des utilisateurs nommés.
Et à partir de ça, ça nous permet en fait d'avoir du feedback et avoir toutes les questions en amont de ah mais comment on fait ça? J'ai pas vu dans la doc comment faire ça. Ça nous permet même de soulever des points en fait que nous on n'aurait pas taclé. Et ça c'est magique parce qu'en fait une documentation c'est finalement le premier support que tu donnes à tes utilisateurs, Mm. euh, que tu sois dev, que tu sois sur l'infra ou whatever, bah, avant de pouvoir utiliser un service, même si le plus intuitif possible, tu as besoin quand même d'avoir une documentation pour pouvoir, OK, comment est-ce que je l'intègre, comment est-ce que je commence, le quick start, etc. Mhm. Et ça marche super bien. C'est un peu comme enfin, je vais grossir le trait, mais un peu comme un cahier des charges en fin de compte, parce que vous expliquez tout ce que vous allez faire avec Ouais, le produit. On retrouve un peu le cahier des faut, charges, mais pour les techs. ouais, focus utilisateur, exactement. Ouais. C'est finalement rien d'autre que l'espèce de cahier des charges très focus utilisateur. Parce qu'on a cette obsession, nous, c'est vraiment la développeur expérience. C'est vraiment, bah, tu vois, tout part de la documentation. La documentation te permet de te projeter vraiment intégralement sur un produit. Après, tu vas tester le produit. Mais avant, il te faut une documentation qui est lisible et que les gens peuvent se dire, ah, ça me paraît plutôt simple, ah, c'est pas mal et tout, c'est stylé. Et ça donne envie, en fait, aux gens de commit ou de ne pas commit, tout simplement. Voilà. Très bien. Ouais. Mais bon, on va passer peut-être à l'une des dernières questions. Ouais. Est-ce que tu as des actus Covery à nous partager sur ces aujourd'hui, quoi? Les actus du Bah moment. alors, C'est ça? aujourd'hui, non, mais par contre, je vous donne rendez-vous début janvier parce qu'on va faire pas mal d'annonces. Donc du coup, c'est plutôt pour début janvier. Là, c'est la Un fin teasing, d'année, c'est un mais teasing alors. ouais, 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 on a préparé beaucoup de choses et on adore lancer énormément de choses et le produit bouge très très vite. Et là, pour janvier, ouais, on a pas mal de trucs qu'on va annoncer qui sont assez top. Ok, on en attend impatience. C'est ça. Et on peut Il faudra retrouver. attendre l'après-Noël, quoi. Ça viendra comme un cadeau de Noël en retard. Et Yes. on peut retrouver ça où sur ton LinkedIn, il y a des réseaux Ouais, particuliers. ouais, bah, on est actif partout, LinkedIn, Twitter, notre site qui est hyper bien fourni avec beaucoup d'actu, produits, techniques. On partage aussi nos techniques d'ingénierie. Donc Ok. pas que produits, on adore aussi faire du feedback euh, technique sur des choses qu'on a essayées, des choses qu'on a mises en place, etc. Donc ouais, rendez-vous sur tous ces canaux pour pouvoir voir tout ça, quoi. Trop cool. Bah super, ouais. Merci beaucoup. On arrive Et- à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on finisse ou pour toi on a fait le tour de tout ce que tu avais à dire? on a fait le tour, mais peut-être que pour vos auditeurs qui sont techniques et qui ont envie de se lancer sur une boîte, etc., il est jamais trop tôt de se lancer et peu importe ce que les gens vous diront, ne les écoutez pas, suivez vos envies, faites ce que vous voulez et moi j'ai espoir dans les plus jeunes, quand ils sont dynamiques, ça fait de très grosses choses, donc n'écoutez pas les vieux qui essayent de casser vos rêves. Ne m'écoutez pas, je serai certainement un vieux qui cassera parce que j'aurai beaucoup moins de naïveté, peut-être encore dans 5-10 ans. Donc non, suivez juste vos rêves et allez-y, quoi. Vous êtes jeune, donc c'est le bon moment pour se lancer, quoi. Ça fait plaisir à entendre. Oui, on entend l'inverse toute la journée. Ça fait plaisir, un beau message d'espoir pour finir ce podcast. Bah, merci beaucoup, Romaric, d'avoir pris du temps pour parler avec nous, pour partager ton expérience. Et Bah, puis, vas-y, vas-y. bah, merci à vous. Merci de m'avoir reçu, les gars. C'est top. C'est gentil. Merci Adrien, comme toujours, d'être là. Pas de Euh, souci. voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur nos pages, vous retrouvez en description pour louper aucun épisode. On vous souhaite une agréable journée et rendez-vous chaque vendredi pour un nouveau podcast. Salut à tous. Ciao.